La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Un peu plus de 30 ans après la loi de 1975 qui a posé le cadre de la biologie médicale, la proposition de loi que l'Assemblée nationale s'apprête à adopter est donc le 5e texte en 4 ans sur l'avenir de cette biologie médicale, ça a été rappelé par certains collègues. Cette réforme apporte, à mes yeux, une réponse ambitieuse aux évolutions technologiques, aux évolutions économiques qui ont marqué ce secteur depuis quelques années et engage le tournant de la médicalisation pour garantir une biologie de qualité, mais également une biologie de proximité. Et rappelons l'engagement du gouvernement précédent et de Valérie Boyer avec notre collègue Jean-Luc Préel dans le cadre d'une proposition de loi. Et cette réforme, vous le savez tous, vient mettre un terme à une insécurité juridique provoquée par la suppression de l'ordonnance de janvier 2010. Alors, je voudrais souligner 3 points positifs. Tout d'abord, la ratification de cette ordonnance. Rappelons le travail considérable qui avait été fait par Michel Ballereau. Et cette ratification était d'autant plus importante qu'un amendement abrogeant cette ordonnance avait été adopté en première lecture du projet relatif à la bioéthique à l'Assemblée nationale en 2011. Si cette disposition avait été ensuite retirée, il devenait important de stabiliser, à mes yeux, les dispositions législatives. C'est pour cette raison que le groupe UDI a apporté son soutien à ce texte. Alors un mot sur l'accréditation à 100%. À nos yeux, il était indispensable de poursuivre un objectif de 100% d'accréditation pour renforcer, et c'est l'enjeu, la médicalisation de cette profession de biologiste médical et de répondre naturellement aux exigences croissantes de qualité et de traçabilité. Pour autant, il fallait prendre en compte les difficultés d'application qui peuvent survenir lorsqu'un laboratoire se lance dans l'accréditation. C'est la raison pour laquelle des délais ont été apportés et que nous avons soutenu l'amendement de la rapporteure lors de cette proposition de loi qui voulait justement, pour un certain nombre d'examens innovants, permettre l'attribution de délais complémentaires. Sur la suppression des ristournes, là aussi je suis heureux que, grâce à l'article 5, on interdit les ristournes, en imposant de facturer les examens au tarif de la nomenclature. Ces ristournes, évidemment, sont contraires au principe de tarification des actes médicaux, mais évidemment opposées à l'objectif d'une médicalisation. Et sinon, ça aurait pu laisser à penser que les analyses biologiques étaient des prestations de services commercialisables. En outre, cette pratique des ristournes peut conduire, et on l'a vu par le passé, les laboratoires à augmenter artificiellement le nombre d'actes pratiqués, ce qui représenterait des dépenses supplémentaires injustifiées pour l'assurance maladie. Et vous le savez, Madame la Ministre, je me suis opposé à un certain nombre d'orientations défendues par la majorité, malgré des mises en garde persistantes de la profession et des parlementaires éclairés sur leurs conséquences délétères. Tout d'abord, une biologie médicale à 2 vitesses. C'est l'affaire de l'anatomopathologie pour laquelle il faudra engager une démarche d'accréditation. Cette question, je l'ai posée, il n'y a pas de réponse à ce jour, et vous le savez, Madame la Ministre, ces disciplines sont des spécialités médicales différentes, mais qui parfois sont confondues. Or, l'article 3, dans sa rédaction actuelle, conduira à créer une distinction inacceptable entre les qualités requises pour exercer l'anatomocytopathologie selon que cet exercice est réalisé dans un laboratoire de biologie médicale ou bien dans un autre lieu. En effet, vous le savez, dans des laboratoires de biologie médicale, l'exercice de l'anatomopathologie serait réservé aux titulaires de la spécialité uniquement. En dehors d'un laboratoire de biologie médicale, des non-titulaires de la spécialité pourront en revanche continuer à réaliser des actes d'anatomo- et cytopathologique. Cette distinction, à mes yeux, conduirait à dévaloriser cette spécialité d'anatomopathologie lorsqu'elle est effectuée en dehors d'un laboratoire de biologie médicale. Notre collègue Touraine parlait d'erreurs quelquefois dans les laboratoires de biologie médicale. Il y en a également dans les laboratoires d'anatomo-cytopathologie, que l'on l'ait bien en mémoire. Ensuite, les dérogations accordées à l'établissement français du sang, ces fameux articles 4. Cet article 4, dans sa rédaction initiale, aménageait des règles d'implantation territoriale des établissements de transfusion sanguine, afin qu'ils puissent disposer de sites localisés sur plus de 3 territoires de santé, par exception à la règle générale s'appliquant aux laboratoires d'analyse de biologie médicale. Le rapporteur de la Commission des affaires sociales du Sénat a précisé que la dérogation en matière d'implantation territoriale soit limitée aux actes de biologie qui relèvent du monopole de l'EFS en faisant référence à la qualification biologique du don.
en séance publique, le gouvernement a étendu la dérogation en matière d'implantation territoriale aux actes de biologie médicale en arguant du fait que ces laboratoires réalisent des analyses qui vont au-delà des simples analyses biologiques, d'immunologie cellulaire et humorale, de cytologie hématologique, d'hémostase ou encore de biologie moléculaire, et se livrent donc à des activités qui relèvent de spécialités différentes. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée a enfin adopté un amendement qui prévoyait que seuls les examens d'immunohématologie et d'histocompatibilité, qui sont indissociables du traitement transfusionnel, chacun me l'accordera, entreront dans le champ de la dérogation. Elle a également prévu une dérogation applicable au nombre de transmissions d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale des établissements de santé aux établissements de transfusion sanguine pour réaliser ces examens d'immunohématologie receveurs. Le groupe UDI a défendu des amendements visant à supprimer les dérogations successives qui ont été accordées à l'EFS. Tout d'abord, la dérogation pour les examens de qualification du don prévue par la Commission des affaires sociales du Sénat n'a pas lieu d'être, car ces analyses, Madame la Ministre, je le répète une fois encore, ce ne sont pas des examens de biologie médicale. La dérogation pour les examens de biologie médicale introduite à l'initiative du gouvernement n'a pas, à mes yeux, plus de sens, puisqu'il existe, et vous le savez, une dérogation territoriale qui est possible. C'est ce que prévoit l'article L. 6222-5 du Code de la santé publique. Donc elle permet au directeur régional de l'ARS d'accorder ces dérogations à l'arrêt des 3 territoires dans une procédure transparente. Je le répète, que ce soit pour l'UFS ou pour les laboratoires de biologie médicale. Cette dérogation introduite à l'initiative de la Commission des affaires sociales pour les examens d'immunohématologie et d'histocompatibilité n'a pas de raison d'être non plus, puisque là, ce sont des examens de biologie médicale. Donc une telle dérogation, évidemment, elle est rendue possible par le fameux article L. 6222-5. Enfin, la dérogation applicable au nombre de transmissions d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale des établissements de santé aux établissements de transfusion sanguine pour réaliser par exemple des examens d'immunohématologie ne saurait non plus être justifiée par la particularité et le fonctionnement de l'EFS. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des transmissions qui puissent excéder le fameux pourcentage compris entre 10 et 20% du nombre total d'examens de biologie médicale. Je regrette que vous n'ayez pas entendu nos arguments sur cet article pour 2 raisons. Ces dérogations contreviennent aux objectifs de proximité, et vous avez prononcé les mots proximité à plusieurs reprises, et de qualité de la biologie médicale présentée par la présente loi. Enfin, toutes ces dérogations étaient déjà prévues initialement par l'article 6222-5, il n'était donc pas nécessaire d'y revenir. Un mot sur le recrutement des professeurs des universités, praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences. Vous connaissez notre position à ce recrutement. L'article 6 rétablit donc dans sa vision initiale par un amendement gouvernemental la possibilité de recrutement de ces professeurs qui ne sont pas titulaires d'IDES de biologie médicale. Je l'ai dit très directement, très clairement, où est l'attractivité pour les jeunes biologistes? Où est l'attractivité? Est-ce la vraie reconnaissance que c'est une discipline médicale à part entière quand on sait le rôle qu'elle joue, notamment dans la phase diagnostique médicale? Eh bien, nous avons regretté que, quelque part, on conduise la biologie médicale à une sous-discipline et qu'on altère quelque peu la médicalisation de cette profession qui était en marche. Lutte contre la financiarisation, je voudrais vous dire un mot sur l'article 8 de cette proposition de loi qui définit les modalités de participation au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale. Donc cet article vise à encadrer et limiter les formes de participation au capital d'une société qui exploite un laboratoire, afin de limiter le risque de financiarisation du secteur. Et là, j'ai entendu Mme Fraisse et je suis tout à fait d'accord pour éviter que cette financiarisation continue de s'étendre. Pour autant, cet article ne présentait pas de garanties suffisantes pour que les jeunes biologistes médicaux ne soient pas exclus du capital social des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale et privés, je dis bien, de la possibilité d'exercer leur profession en tant qu'associés au sein d'une telle structure. C'est toute la dangerosité présentée par actionnariat. Je vais chercher le mot, pardon. Les nombreuses solutions proposées pour remédier à ces insuffisances n'ont pas permis de s'assurer que des effets contraires à l'objectif poursuivi ne surviendraient pas. Pourtant, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 10 avril, je m'étais opposé à cet amendement, eh bien, a rétabli cet amendement. Alors, Madame la Ministre, nous sommes favorables à l'amendement que vous proposez. Le groupe UDI soutiendra cet amendement du gouvernement. Pour autant, je voudrais simplement attirer votre attention pour conclure mon propos, Monsieur le Président, que cette carence de la proposition de loi ne doit pas être ignorée, ne doit pas être non plus oubliée.
Et je vous engage, avec les syndicats représentatifs des internes et en particulier ceux qui sont dans la biologie médicale, de trouver une solution équilibrée, car nous sommes sur une instabilité. L'accès pour eux au capital des laboratoires, sans être ultra minoritaire, est fondamental pour un exercice apaisé de leur profession. J'ai souligné les points positifs de cette proposition de loi, de ce projet de loi, pardon. J'ai souligné également un certain nombre d'insuffisances. J'ai souligné également à la fin de mon propos le fameux article qui permet, avec ce problème de l'ultraminorariat, de faire en sorte qu'on puisse apporter une réponse aux jeunes internes. Comme ce texte va mettre fin à une insécurité juridique, vous l'avez compris, nous allons le voter. Merci.